On a appris hier que les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan, envahissant le palais présidentiel à Kaboul. Le président Ashraf Ghani a même quitté le pays. Pour en parler, Frédéric Grard, chercheur à l'European Council on Foreign Relations, au Conseil européen pour les relations internationales. Bonjour Frédéric, bienvenue. Bonjour. Bonjour Frédéric Grard, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Sud Radio pour mieux comprendre ce qui se joue actuellement à plus de 7000 km de chez nous en Afghanistan. Déjà concernant la position de la France, donc un conseil de défense, on le rappelle, est prévu ce midi avec une prise de parole d'Emmanuel Macron à 20h. C'est quoi la priorité aujourd'hui pour notre pays par rapport à ce qui se joue en ce moment en Afghanistan, Frédéric Grard? La première priorité, c'est évidemment l'évacuation des ressortissants français et de l'ensemble des Afghans qui ont travaillé avec avec la diplomatie française, voire avec les forces françaises. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est comme tout le monde de faire en sorte que l'Afghanistan, à court ou moyen terme, ne redevienne pas ce qu'il a été pendant les années 90, à savoir un sanctuaire du terrorisme international, avec la possibilité, à partir de l'Afghanistan, de lancer des opérations vers l'étranger. Et ça, c'est une préoccupation commune à l'ensemble de la communauté internationale. Et la troisième priorité, et pas nécessairement dans ce temps, c'est de faire en sorte que la population afghane n'ait pas à souffrir trop des changements qui s'amorcent. Alors pour revenir sur cette première priorité dont vous avez parlé, le rapatriement des Français, c'est vrai qu'on a pu découvrir sur les réseaux sociaux des scènes de bousculade assez impressionnantes du côté de l'aéroport de Kaboul, voilà, des scènes de panique avec de nombreuses personnes qui tentent de fuir. L'arrivée des talibans, elle représente un danger réel et direct pour les étrangers, notamment pour les Français présents sur place? Alors c'est pas absolument certain parce qu'il ne vous aura pas échappé que les talibans, pour l'instant en tout cas, ont laissé se développer toutes les opérations d'évacuation et qu'il n'y a pas eu de clash avec les forces étrangères placées sur place. Donc je pense que ça relève d'une décision assez mûrie. On laisse partir les étrangers et on verra ce qui se passe après. Mais pour l'instant, je ne suis pas certain que les étrangers sont en position, soient particulièrement ciblés par les talibans. Je suis même assez certain du contraire. On a quand même un air forcément de déjà-vu avec ces talibans qui reprennent le pouvoir en Afghanistan. Quelques chiffres quand même depuis 2004, 90 militaires français qui ont perdu la vie en Afghanistan, 2500 soldats américains en 20 ans pour les chasser, ces talibans. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que cette intervention internationale n'aura servi finalement à rien, Frédéric Grard? Alors, d'abord l'intervention internationale, elle est allée là-bas pourquoi? Elle est allée là-bas essentiellement pour affaiblir la position d'Al-Qaïda. Les Américains l'ont dit et répété, et c'est l'objectif premier, et c'est un objectif qui a été atteint. Ce qui a été un vrai désastre après, c'est la tentative pour instaurer un gouvernement afghan qui aurait ressemblé quelque part, de près ou de loin, à un gouvernement occidental. Et de ce point de vue-là, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a vraiment été un succès complet. Mais ce qui reste de cette intervention, et c'est pas quelque chose de nul, c'est une société qui, pendant 20 ans, a connu autre chose précisément que les talibans et qui a fondamentalement changé. Au moins pour ce qui concerne l'Afghanistan urbain. Et l'Afghanistan urbain, c'est aussi quelque chose qui a progressé en nombre depuis 20 ans. Et là, vous avez une société qui est différente, qui sait ce que c'est que l'Internet, dont le niveau d'éducation a augmenté assez singulièrement, dans laquelle les femmes ont pu avoir accès à des facilités qu'elles n'avaient pas auparavant. Bref, cette société-là, elle est différente et c'est quelque chose que les talibans vont devoir prendre en compte d'une manière ou d'une autre, sans qu'on puisse à ce stade dire exactement comment précisément ils vont se comporter. Mais c'est déjà sensible dans le vocabulaire qu'ils emploient. Certes, on ne peut pas nécessairement prendre au pied de la lettre toutes les déclarations qui ont été faites par le leadership taliban, mais ça démontre au minimum la conscience que les choses ne sont plus ce qu'elles étaient dans les années 90. Et si je vous suis bien, c'est-à-dire que aussi bien que l'Afghanistan et les Afghans ont évolué, le pays a changé depuis cette époque-là, les talibans eux-mêmes ont changé? Probablement, dans quelle mesure ça reste à voir, mais encore une fois, le fait qu'ils soient capables d'avoir aujourd'hui un discours qui se veut rassurant et qui se base grosso modo sur ce que la communauté internationale a envie d'entendre dire, montre qu'ils ont conscience de l'environnement extérieur, qu'ils ont conscience de l'évolution de leur propre société et que c'est
quelque chose qu'ils prendront en compte au minimum dans leur communication. Je répète aussi que c'est pas pour autant qu'on doit forcément prendre au pied de la lettre toutes leurs déclarations, mais c'est quelque chose dont ils démontrent une maîtrise qu'ils n'avaient pas il y a 30 ans. Alors dans les actes, vous avez parlé justement des femmes. Dans les actes, on a pu voir des photos qui circulent de Kaboul avec des portraits de femmes qui ont été effacés dans les rues. Est-ce qu'on n'a pas là la preuve finalement qu'on est en train de basculer potentiellement vers une forme de régime islamiste assez dur, Frédéric Grard? Est-ce qu'il n'y a pas une inquiétude là-dessus? Il y a plus qu'une inquiétude, il y a une véritable peur de toutes les populations concernées. Est-ce qu'on est en train de basculer vers un régime islamiste dur? Oui, vraisemblablement. Si les talibans étaient des démocrates bon teint, ça se saurait. En même temps, il reste à voir jusqu'où ils seront prêts à faire quelques accommodements pour faire en sorte que précisément toutes les évolutions qu'on a mentionnées à l'instant soient un peu mieux prises en compte et qui soient, de leur point de vue à eux-mêmes, plus acceptables à la fois par la population et par la communauté internationale. Sachant qu'il y a de vrais enjeux derrière en termes d'aide humanitaire. Vous avez vu comme moi également que les Nations Unies ont déclaré il y a quelques jours que plus de la moitié de la population afghane, et il parlait d'environ 18 millions et demi de personnes, auraient besoin d'aide humanitaire sous une forme ou sous une autre dans les jours et les mois qui viennent. Donc c'est un vrai enjeu et ça fait partie des choses que les talibans devront prendre en compte pour obtenir à la fois ça et peut-être également derrière, ou au moins à terme, un minimum de reconnaissance internationale. On a parlé des Français présents sur place et dont le rapatriement va être la première urgence, en tout cas pour notre pays. Qu'en est-il du personnel afghan de l'ambassade en France? Je crois savoir qu'une partie a pu être accueillie sur le territoire français depuis globalement le mois de mai. C'est la meilleure des options, c'est ça? Probablement oui, en tout cas c'est celle qu'on maîtrise le plus complètement. On n'est pas tout à fait dans la situation des Américains qui, eux, ont employé un tel nombre de locaux que l'accueil et la gestion tout simplement des visas et du rapatriement pose problème à court terme. Mais oui, rapatrier les Afghans qui ont travaillé pour les Français, d'abord c'était un minimum d'un point de vue moral et ensuite techniquement je pense que c'était relativement faisable. Ça a été fait. Oui, dans un sens beaucoup plus large, il y a la question aussi des réfugiés qui va se poser. Ça va être une question principale finalement à se poser et à résoudre au niveau international à partir de maintenant. Alors oui, parce que la pression à l'immigration va augmenter. Il suffit de regarder la réaction des populations et le chaos que vous avez mentionné en début d'émission et la preuve de ceci. Maintenant, les possibilités pour les Afghans d'émigrer sont quand même relativement limitées et tout ça va être assez compliqué. Alors c'est quelque chose qui avait été anticipé. Vous avez vu les négociations entre les Américains et les déclarations des uns et des autres sur la possibilité pour le Pakistan, la Turquie et d'autres pays d'accueillir un certain nombre d'Afghans sur leur sol. La réalité, c'est que les pays limitrophes de l'Afghanistan ont fermé leurs confrères, à commencer par le Pakistan qui n'a pas la moindre envie d'avoir de nouveau un flux de réfugiés massifs sur son sol, mais également l'Iran et ainsi de suite. Donc c'est une question qui va se faire dans la durée et qui pour l'instant est essentiellement une crainte, mais la pression va effectivement augmenter de manière assez conséquente. Comment on va réussir après 20 années de guerre à retrouver finalement une bonne cohabitation au sein de ce peuple afghan, de regarder de nouveau vers l'avenir? Ça semble compliqué finalement, difficile à envisager. Oui, c'est difficile à envisager et je pense que personne a des idées très très claires sur la question. Ceci dit, il faut prendre quelque part au pied de la lettre les déclarations des talibs lorsqu'ils parlent de réconciliation. Et il faut les prendre au pied de la lettre du point de vue suivant. Il n'y a absolument aucun doute qu'ils vont s'emparer des principaux leviers de pouvoir et ainsi de suite, mais la possibilité que quelque part ils fassent une petite place à ce qui était traditionnellement des minorités ethniques, ce qu'ils ont fait lorsqu'ils étaient en la résistance également, qu'ils fassent une petite place à d'autres groupes est pas totalement impossible. Il va de soi que tous les éléments qui ont été impliqués de trop près avec le gouvernement Ghani, qui était considéré comme une marionnette des Américains, là évidemment sont exclus de ce jeu-là et on peut s'interroger
s'interroger sur leur propre sécurité. Mais il y a au minimum une volonté à l'intérieur du cadre que je viens de définir, c'est-à-dire à l'intérieur d'un cadre qui sera défini par les talibs et dans lequel ils maîtriseront les principaux leviers. Il y a peut-être, et c'est une des principales interrogations de la période qui s'ouvre maintenant avec le gouvernement de transition, la possibilité que des accommodements soient, sinon trouvés, au moins recherchés. Frédéric Grard, pour vous, il faut donc éviter une nouvelle intervention militaire à tout prix de la communauté internationale. Cette intervention finalement internationale, elle doit être avant tout humanitaire, c'est ça ? Alors, je ne sais pas s'il faut l'éviter, mais la question ne se pose même pas. On est dans cette situation aujourd'hui parce qu'il y a eu un retrait progressif et puis accéléré ces derniers mois de la communauté internationale. Mais il y a longtemps que la communauté internationale s'est désengagée de l'Afghanistan en grande partie. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ce qui restait de la présence américaine essentiellement, et puis une présence internationale résiduelle. Mais c'est tout. Cette décision-là, elle a été prise il y a longtemps, et ainsi de suite. Et personne n'a l'intention de revenir là-dessus, parce que la logique qui a présidé à ce retrait, c'est de toute façon, cette guerre n'est pas véritablement gagnable. Alors, on pouvait peut-être freiner l'arrivée au pouvoir des talibs, on pouvait sans doute faire en sorte que la situation perdure en l'état pendant un certain temps, mais la guerre n'était pas gagnable en tant que telle. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est le fruit d'une décision longuement mûrie et compliquée, parce qu'un certain nombre de gouvernements ont voulu quitter totalement l'Afghanistan, à commencer par Barack Obama, qui n'avait plus que 8500, je crois, troupes sur place au moment de départ. Donald Trump qui voulait quitter l'Afghanistan, mais qui a temporisé, qui a laissé à peu près autant de forces américaines sur le terrain au moment où il est parti que lorsqu'il est arrivé, et qui avait entre-temps initié le processus de négociation de Doha auquel on a assisté. Et puis aujourd'hui, Biden qui lui décide que voilà, les choses ont assez duré et qu'il faut se retirer définitivement d'Afghanistan. Dernière question, finalement, pour conclure, les talibans peuvent être un allié contre Al-Qaïda, contre Daesh, contre le terrorisme. C'est un moindre mal finalement, et finalement une solution peut-être pour éviter d'avoir une base arrière du terrorisme international, comme ça aurait pu être le cas en Afghanistan. Alors ça c'est un des véritables enjeux, et c'est l'enjeu pour à peu près tout le monde en Afghanistan. Les négociations qui ont lieu entre Chinois et talibans, Ouzbeks et talibans, Tadjiks et talibans, tournent tout autour de ce sujet-là. Empêcher que l'Afghanistan ne redevienne une base arrière, effectivement. Pour l'instant, on n'en sait rien. Les talibans, ceci dit, ont, je pense, appris quelques leçons des 20 ans qui viennent de s'écouler, ont jamais été très à l'aise avec la présence d'éléments étrangers sur leur sol. Al-Qaïda a progressé largement sur le territoire afghan parce qu'il a payé le mouvement taliban, parce qu'il a financé une partie de l'insurrection, mais il n'est plus en position de le faire. Et donc, on peut s'attendre à ce que quelque part les talibans se focalisent sur leur prise de pouvoir et le contrôle du pays, et soient prêts à donner des garanties aux forces étrangères sur ces questions-là. Frédéric Grard, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle pour nos auditeurs que vous êtes chercheur à l'European Council on Foreign Relations. Merci à vous. Bonne journée, Frédéric Grard. Merci, bonne journée. Bonne journée.